Salut l'équipe, bienvenue dans Road to 1 Million, épisode 1. Vous avez été pas mal à me le demander sur Instagram et l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager en toute transparence mon parcours pour arriver à 1 million d'euros de patrimoine net. Donc je vais te documenter tout mon patrimoine net, mais pour que ce soit le plus transparent possible, je vais aussi ajouter celui de Julie, puisqu'on construit quelque chose à deux, en couple, pour un patrimoine familial. Et on s'est donné un objectif clair qui est d'atteindre les 1 million de patrimoine net dans 5 ans. Alors pourquoi je fais cette série de vidéos? Premièrement, pour rester dans la continuité de ce que je fais déjà, c'est-à-dire documenter tout mon parcours de A à Z. Je fais déjà ça depuis 2 ans sur Instagram, et là je voulais ajouter un nouveau challenge avec un peu plus de structure pour YouTube. Mais la deuxième chose, c'est aussi que je veux prendre un engagement vis-à-vis de moi-même. En faisant cette vidéo face à vous, je m'engage personnellement à mettre en place des actions qui vont me permettre justement de faire rouler un petit peu cette boule de neige pour atteindre ce fameux million. Mais avant ça, j'aimerais déjà te partager les 4 concepts de l'argent que j'ai regroupés dans un schéma très simple. Bon alors pour ces 4 compétences, la première compétence c'est la compétence classique qui est de gagner plus d'argent. Donc ça c'est très simple, c'est-à-dire que toi tu vas être ici et l'idée c'est tout simplement d'augmenter cette source de revenus qui vient. Voilà. Donc plus tu augmentes cette source de revenus, plus tu vas gagner d'argent. Bon, jusque là c'est logique. La deuxième compétence c'est l'épargne. C'est-à-dire que en fait c'est ton taux d'épargne. Combien tu vas épargner par rapport à ce que tu gagnes. Et donc là, en fait concrètement, ça c'est l'épargne. Là c'est le gain. Forcément ce que tu vas épargner, imaginons que ce soit 2 $. Si tu as gagné 3 $, tu épargnes 2 $. Ça te donne à peu près une idée. La troisième de ces compétences c'est l'investissement. L'investissement c'est la compétence qui a juste là, qui va faire fructifier ton épargne. Cet investissement, l'idée c'est à quel pourcentage de rendement ton épargne fructifie. Donc là, tu vas vraiment augmenter le pourcentage de performance de ton épargne. Et la quatrième compétence, c'est la fiscalité. La fiscalité, c'est ce que tu vas venir récupérer de ton argent. Il y a ce que tu gagnes, ce que tu gardes, ce que tu places et ce que tu récupères. Et ces 4 compétences-là, c'est les 4 qu'il faut vraiment améliorer. Parce qu'au début, évidemment, il faut chercher à gagner quand même un maximum. Parce que si tu as 100 € et que tu le fructifies même à 50%, ça va te rapporter 50 €, ce qui n'est pas énorme. Alors que ces 100 €, on peut les passer à 200, on peut les passer à 300. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à gagner un certain montant, le taux d'épargne, c'est justement le levier le plus gros que tu vas pouvoir activer. Et puis ensuite, le pourcentage d'investissement, ça va être exceptionnel sur le long terme, etc., etc., etc. Et donc, dans le développement de mon patrimoine, l'idée, c'est que je vais essayer d'améliorer ces 4 leviers-là, et je vais tout te documenter ça dans la seconde partie de la vidéo. Du coup, je t'ai pris un exemple purement théorique juste là, mais c'est juste pour te montrer. Imaginons que tu gagnes 1000 € et que tu épargnes 5%, un taux de rendement de 4% et un taux fiscal de 30%, donc les 4 leviers finalement de la richesse. On va compter déjà la première année, forcément ce que tu gagnes, enfin ce qui te reste à toi, la première année c'est 51 €. Pourquoi? Parce que tu as 5% de taux d'épargne. Si ça je le monte à 10, il va te rester 100 €. Si je le monte à 20, il va te rester 200 €, etc. Puis ensuite tu as ton taux de rendement, si je le mets à 0 €, voilà. Si je le mets à 4%, forcément ça va changer ici. Donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus pertinent pour moi et qu'est-ce qu'il faut absolument que je change. Par exemple, imaginons que tu aies 100 000 € ici. 100 000 € c'est incroyable. Pour passer de 100 000 € à 200 000 €, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire je vais tout simplement augmenter mon taux d'épargne et je vais passer de 5% à 10%. Et on va prendre des gains, imaginons par mois, pour que ce soit beaucoup plus visible. Imaginons que tu gagnes 3 000 € par mois. Si tu gagnes 3 000 € par mois et que tu as un taux d'épargne de 5%, c'est beaucoup plus simple de doubler ton taux d'épargne, voire de le tripler à 15%, que de tripler ton salaire et de le passer à 9 000. Et c'est ça vraiment qu'il faut se dire, c'est quel levier est le plus pertinent pour moi aujourd'hui. Par exemple, si tu triples ton taux d'épargne, tu vas voir que en fait, tu vas gagner 3 fois plus forcément, mais sans avoir gagné 3 fois plus d'argent. Mais il y a ce fameux taux de rendement. Ce taux de rendement, forcément, s'il est à 4%, au bout de à 50 ans, moi j'ai 28 ans, j'ai peut-être au moment où la vidéo va sortir, j'aurai 28 ans. Donc j'ai compté 22 ans ici. Là tu vois dans la formule c'est 22. Si ce taux de rendement par exemple il est à 4%, tu vas avoir dans 22 ans ces 463 € vont te rapporter 1200 en gros. Si ce taux de rendement tu le passes à 8%, ils vont te rapporter 2000. Si tu le passes à 10%, ils vont te rapporter 3000, c'est-à-dire presque 3 fois plus juste en modifiant le taux de rendement. Et c'est pareil en fait, à chaque fois c'est ça, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir améliorer. Si par exemple tu divises ton taux fiscal par 2 comme avec le PEA, imaginons, c'est pareil, tu vas avoir un petit peu plus d'argent, etc., etc., etc. Et donc l'idée c'est d'abord évidemment de commencer par gagner plus,
puis ensuite se dire à quel point je peux mieux épargner et mieux investir, donc l'allocation de capital, ces deux trucs-là, là, c'est de l'allocation de capital, et ensuite l'aspect fiscal. Donc voilà un petit peu, ça c'est pour l'aspect théorique. Maintenant on va passer à la mind map. Road to 1 million, épisode 1. On va commencer déjà avec une vue de notre patrimoine au 31 mars 2024. L'idée de chaque épisode de Road to 1 million, c'est de te montrer à chaque fin de trimestre justement une vue d'ensemble du patrimoine net. Donc très concrètement, on a en net, je parle, on a 55 307 euros d'immobilier net, 30 000 euros de trésorerie sur Boursogramme, 41 000 euros qui sont investis en holding, donc dans ma holding, la société mère de Boursogramme, 36 000 euros 758 en bourse, donc ça c'est mon PEA, mon compte titre et le PEA de Julie, et on a aujourd'hui 0 euros en crypto, ce qui nous donne un patrimoine net de 163 619 euros. Donc trois petites choses à noter en immobilier, donc en immobilier ici, on a deux biens immobiliers. On a un bien locatif qui est le bien de Julie, en loué en LMNP qui est divisé en deux appartements, et on a notre résidence principale, et là on parle uniquement en immobilier net, c'est-à-dire la valeur de la maison moins les dettes qu'on va avoir. Dans un second temps, la trésorerie de Boursogramme, la deuxième chose à noter, c'est que la trésorerie de Boursogramme, c'est hyper variable, et ça je t'en parlerai justement juste après dans les différents leviers. Je t'ai mis la trésorerie au 31 mars que j'ai arrondi à 30 000 euros parce que j'ai pas payé toutes les factures etc encore parce que je les ai pas reçues, donc je t'ai arrondi pour qu'on ait à peu près une vue d'ensemble. En holding, tout est investi en bourse, et ensuite la bourse c'est de la bourse, donc ce qui nous donne une répartition de 22,5% en bourse, 25,4% en holding, mais ce qui correspond aussi à de la bourse, ce qui veut dire environ 50% en bourse. En immobilier net, on a un tiers du patrimoine, et sur Boursogramme, en trésorerie sur Boursogramme, on a 18%. Donc ça, ces tableaux-là, au début j'avais commencé à faire un fichier moi-même, puis après je me suis dit bon ça doit forcément exister, et donc je suis allé chercher, donc je te fais leur pub gratuitement. Tu vas sur Oriz.io, tu mets fichier patrimoine ou un truc comme ça, et en fait tu auras un fichier gratuit, tu as simplement à rentrer tous tes trucs, tout ton patrimoine, donc il y a aussi de l'art, des trucs comme ça, mais moi j'en ai pas donc j'ai tout viré, et ça te fait toute cette répartition automatiquement. Donc voilà déjà un petit peu pour le patrimoine, donc on est très content parce qu'on a dépassé ce fameux palier un petit peu symbolique des 100 000 euros, et l'idée c'est justement d'aller chercher ces 1 million d'euros à l'épisode 20. Donc pour ça forcément on va utiliser 4 leviers qui est gagner plus, épargner plus, améliorer les rendements, et quatrièmement la fiscalité. On va commencer avec le levier de gagner plus. Gagner plus, donc pour faire un rapide topo effectivement sur gagner plus, parce que je me rends compte que beaucoup de gens peut-être regarderont cette vidéo mais ne sont pas depuis le début de Boursogramme, donc c'est bien de faire retracer on va dire l'histoire. Donc j'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant 8 ans, donc de 2015 à 2023, et ce qui s'est passé c'est qu'à la fin, donc en 2022 vers la fin, j'ai créé Boursogramme parce qu'en fait ça faisait des années que je m'intéressais à la bourse, des années que j'investissais, des années que je testais des choses, mais j'en parlais autour de moi, personne n'était vraiment intéressé, même s'ils n'osaient pas me le dire. Donc j'ai créé Boursogramme et je me suis dit que j'allais partager ça et rencontrer des gens qui étaient intéressés par ça, et en fait ça allait très très vite parce qu'en en quelques mois on avait déjà des milliers d'abonnés, et on m'a demandé de former, et puis finalement j'ai créé l'académie, j'ai accompagné des gens etc. Donc ça allait très 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 vite, et ce qui a fait que 1 an et demi plus tard, donc en mai 2023, j'ai quitté l'Assemblée nationale pour me mettre à plein temps sur Boursogramme, ce qui fait qu'aujourd'hui ma seule et unique source de revenus elle est sur Boursogramme, et donc on bosse tous les deux justement pour faire en sorte que Boursogramme tourne bien, puisque Julie est un petit peu la face cachée, c'est-à-dire la personne de l'ombre, même si beaucoup de personnes l'ont rencontré, soit pendant des appels ou quoi, c'est un petit peu cette face cachée, mais on fait en sorte de bosser pour Boursogramme et d'améliorer ça un maximum. Et donc, mes uniques revenus que je peux te montrer, c'est mes revenus Boursogramme. En janvier, on a eu 42 358 euros de chiffre d'affaires, ce qui est le record depuis le début de Boursogramme. On a fait un très bon mois, on est hyper content de ça. On avait par contre 24 043 euros de charges, ce qui nous fait un bénéfice de 18 315 euros. Le bénéfice que je note ici, c'est le bénéfice imposable, le bénéfice d'exploitation en gros, ce qui veut dire que derrière, il faut encore payer les impôts sur les sociétés, ce qui revient à peu près à 25% supplémentaires qu'il faudra payer. Donc tout ça, c'est en hors taxe, bien sûr. En février, on a 27 430 euros de chiffre d'affaires, mais 25 960 euros de charges, ce qui nous a fait un bénéfice de 1471 euros, ce qui est assez dingue. Et en plus, le mois de février, il a été très dur parce que j'ai eu plein de rattrapages de TVA,
et des rattrapages au niveau de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et donc, en termes de trésorerie, j'ai vraiment vu ma trésorerie fondre comme neige au soleil, et ça a été, assez dur, honnêtement, le mois de février, psychologiquement. Et donc, dès le mois de février, j'ai pris des mesures. C'est pour ça que c'est très important de tout traquer. Bon, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue cette année, c'est que je suis hyper content d'avoir mis ça en place. Je traque tout, c'est-à-dire que mon compte de résultat, il est carré, tout est automatisé, tout est clean. Je sais précisément vraiment l'argent que je gagne, enfin l'argent qui rentre et l'argent qui part. Donc dans les charges, je n'inclus pas les rattrapages de TVA et d'IS, parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment les charges pures et dures de Boursogramme. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier et février, je faisais des publicités. Et donc des publicités avec le coût du coup que ça engendre au niveau des publicités, qui est le coût publicitaire, et le coût de l'agence qui gère les publicités. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est totalement arrêter les publicités pendant un temps, me reconcentrer sur moi, sur ce que j'aime faire, sur mes abonnés qui sont déjà là depuis un certain temps sur Instagram, créer des formats qui sont un petit peu innovants, etc. Et en mars, il n'y avait plus du tout de publicité, ce qui a vraiment fortement réduit les charges. Et on a pourtant quand même fait un chiffre d'affaires de 32 500 €, ce qui est clairement notre plus gros chiffre d'affaires sans publicité comment dire, l'histoire de Boursogramme. Donc c'est assez cool aussi, avec 16 647 € de charge, ce qui nous fait un bénéfice de 15 883 €. Et donc c'est un mois de mars aussi, pareil, on est très 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 content. Donc voilà où ça en est, et l'idée forcément ça va être d'aller augmenter ses revenus un maximum et optimiser les charges, mais ça c'est sur la partie 2. Donc ma source de revenus principale est ma formation, pour rappel. Et pour ceux qui sont, enfin si tu n'es pas abonné à la bourse aux lettres, j'avais fait un récap en fin d'année dernière de tout l'aspect financier, etc. du récap, les leçons, etc. que j'avais retenues. Et une des plus grosses leçons, c'est que je voulais vraiment arrêter de me concentrer sur le marketing et plutôt me concentrer sur mon offre. Et ça, je pense que c'est une grosse leçon que j'ai apprise en 2023 sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut, en fait, on s'en fout du marketing, parce que moi, le marketing, c'est pas trop mon délire. Déjà, je suis pas très bon en marketing, je suis pas très bon en vente. Là où je suis bon, je pense, c'est apporter de la valeur, c'est-à-dire aider, on va dire, les gens. Donc, je me suis dit que ma philosophie, c'est que plus t'aides les gens et plus tu leur apportes de la valeur, plus tu vas avoir de gens qui vont venir, en fait. C'est comme ça que je vois. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est tout simplement continuer d'apporter un maximum de valeur dans l'académie et faire en sorte de faire grossir l'offre et de la rendre de plus en plus irrésistible. Donc la première des choses qu'on fait, là qu'on est en train de faire, c'est de restructurer le programme pour la version 3 qui arrive cet été. Pour rappel, on est déjà sur une version 2. Là, il va y avoir une version 3 qui va être assez folle, puisqu'en fait on la rend plus actionnable, c'est-à-dire on a condensé les informations, on rajoute des nouvelles informations, on rajoute des outils à la fois de gestion des cours, d'analyse d'action, de valorisation, c'est-à-dire de connaître le juste prix d'une entreprise. À ma connaissance, je n'ai jamais trouvé ça sur un autre site internet, ce qu'on est en train de faire, donc c'est assez dingue. On est très content en tout cas du programme qui arrive, et en plus de ça qui va être offert à tous les élèves qui sont actuellement là. Donc franchement on est hyper content de ce qui est fait. La deuxième chose, c'est qu'on invite des intervenants experts sur des sujets spécifiques. En fait, je pars du principe que ma compétence à moi, c'est l'allocation de capital, c'est-à-dire l'épargne et l'investissement. Par contre, je ne suis pas un expert quand il s'agit d'immobilier. J'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert quand il s'agit de productivité, de fiscalité, de certains outils. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a ajouté des invités experts, enfin des invités secrets, on appelle ça, chaque trimestre à la base, mais bon, ça a fini en chaque mois, mais contractuellement, on va dire, c'est chaque trimestre. Et donc, on a eu de l'immobilier locatif, donc Axel Paris, qui est très connu aussi sur YouTube, qui nous a parlé justement d'Interactive Brokers et de vraiment toutes les spécificités à implémenter sur Interactive Brokers. On a eu de l'immobilier courte durée, on a de la productivité, on a de la fiscalité, de l'optimisation fiscale en société, et ensuite en mai, juin, septembre, c'est encore des surprises, donc je n'en parle pas tout de suite, mais l'idée c'est vraiment d'inviter des gens qui sont bien meilleurs que moi pour aider un maximum les élèves qui sont en cours, parce que certes, c'est une formation sur la bourse et d'une manière générale sur l'allocation de capital, mais l'enrichissement, ça prend en compte énormément de leviers. Et il faut activer tous les leviers quand on veut s'enrichir, quand on a cette ambition, on va dire, de créer un gros patrimoine à long terme. Et l'idée, justement, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur. Et la troisième chose, et ça, je pense que c'est fondamental, c'est de maximiser les rencontres en présentiel. Ça, je l'ai vu à chaque fois qu'on a fait une rencontre en présentiel, c'est vraiment là que le réseau se solidifie. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'offre carrément à mes frais un mastermind à tous mes élèves, la fin avril, pour justement
créer ce réseau, solidifier ce réseau, apporter encore de la valeur et relancer un petit peu cette boule de neige reboostée. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de créer un partenariat avec un courtier ambitieux. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je pense que ce sera déjà annoncé au moment où ça va sortir. Mais je me suis associé avec Shares, donc un courtier français, donc franco-français, donc ça fait plaisir, qui est ultra réglementé et qui a un petit peu cet aspect ludique que j'aime bien chez ces nouveaux courtiers. Et je suis très content de m'être associé avec Shares pour participer justement à cette ambition. En fait, c'est assez dingue parce que ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi, que j'ai refusé toutes les offres de tous les courtiers qui m'ont proposé parce que c'était pas la philosophie que j'avais. C'est-à-dire que moi, juste voilà, avoir un lien d'affiliation ou créer des publications de temps en temps et ne pas participer activement au projet, ça me chauffe pas en fait. Je préfère carrément avoir mes propres projets. Par contre, quand on a des projets qui sont ambitieux, qui ont vraiment un potentiel d'impacter pour le coup des centaines de milliers, voire des millions de personnes, mais que on est dans une association, c'est-à-dire que moi je viens apporter une pierre à l'édifice et qu'on vient personnellement profiter, on va dire, de mon expertise sur plein de sujets pour continuer d'améliorer ce projet-là, ça me plaît, et ça c'est vraiment un projet qui me plaît, et donc je suis hyper content d'avoir un petit peu ce partenariat-là pour cette deuxième mission. Alors pour être honnête, en termes de revenus pur et dur, c'est pas ce qui me rapporte le plus, loin de là. Par contre, je pense que ça peut être un levier extraordinaire et une expérience qui va être incroyable. Donc moi, je suis hyper content de ça. Et dans tous les cas, on va voir un petit peu ce que ça va donner les prochains mois. Donc ça, c'est pour le premier levier. Maintenant, le deuxième levier, c'est celui d'épargner plus. Donc tout simplement d'améliorer, soit de réduire ses charges, soit épargner plus. On va voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc, pour rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, mes chiffres d'affaires, mes bénéfices, etc., etc., etc. Maintenant, je t'ai rajouté ici mes plus grosses charges chaque mois que j'ai répertoriées. C'est pour ça que c'est très important de tout traquer. Alors, je ne peux pas tout te détailler au niveau de mes charges parce que forcément, il y a plein de données qui sont confidentielles, mais je t'ai résumé ça. Donc, mes plus grosses charges en janvier, c'est le media buying, c'est-à-dire l'agence qui va gérer les publicités. Deuxièmement, les coûts publicitaires. Et troisièmement, la charge salariale. En février, c'est le coût publicitaire cette fois qui m'a coûté plus cher que l'agence. Deuxièmement, la charge salariale. Et troisièmement, l'agence de media buying. Donc on voit que c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Et en mars, j'ai arrêté forcément les publicités, j'ai arrêté le media buying, et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la charge salariale, les frais administratifs et la formation personnelle. Les frais administratifs, c'est tout ce qui est comptable, avocat, etc. Parce que pour rappel, on a eu un litige avec une très grosse entreprise qui voulait qu'on supprime le nom Boursogram, mais bon, on a gagné, on est très content, mais ça nous coûte forcément des frais, mais voilà un petit peu ce que c'est. Donc, formation personnelle, pourquoi ? Parce que j'ai rejoint récemment un très gros mastermind qui a coûté très cher, qui a coûté 12 000 €, pour être parfaitement franc, qui est étalé sur 6 mois, et ce qui veut dire que chaque mois, je vais devoir payer 2000, mais c'est, voilà, c'est-à-dire que je l'ai rejoint en mars, et c'est assez fou en fait déjà ce que je peux voir en termes de retour sur investissement, donc je suis hyper content. Et donc là, c'est les 3 choses dont je voulais te parler. C'est premièrement les charges que je vais optimiser, ensuite les charges que je vais revoir et les charges que je ne vais pas toucher. Les charges que je vais optimiser, c'est les charges administratives et comptables. En fait, mon comptable aujourd'hui me coûte objectivement trop cher par rapport aux prestations que moi je cherche. Et donc là, la première des choses, c'est que je vais en fait tout simplement changer de comptable. Donc j'ai un petit peu benchmarké entre guillemets énormément de comptables, et je cherche vraiment un comptable qui soit dans cette philosophie-là disponible. Je cherche pas forcément les trucs de comptable en ligne, etc. Mais je vais changer de comptable. J'ai déjà une nouvelle comptable expert comptable, avec qui je suis en train de discuter, et ça fait partie justement des projets que je suis en train de mettre en place, qui va me faire économiser quand même des centaines d'euros par mois, donc c'est pas du tout négligeable. La deuxième chose, c'est les abonnements. En fait, je suis passé sur un nouvel outil qui fait l'équivalent de 15 autres outils avant. Ce nouvel outil s'appelle Go High Level, et en fait il est très 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 puissant, et il me coûte beaucoup moins cher. Et donc en fait je vais optimiser tous mes abonnements. J'ai viré d'ailleurs tous les abonnements d'outils que je n'utilisais plus, etc. Ça paraît bête, mais en fait c'est des dizaines puis centaines d'euros par mois aussi, et donc c'est des charges en fait qui peuvent être optimisées très simplement.
La deuxième chose, c'est les charges que je vais totalement revoir. Et là, je pense notamment à la publicité, au media buying. J'adore faire de la publicité. En fait, honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que c'est drôle. Ça permet de toucher des gens en fait qu'on n'aurait jamais touché autrement et finalement impacter des gens qu'on n'aurait jamais impacté autrement. Mais là, c'est pas la priorité dans le sens où, premièrement, c'est pas mon expertise. Donc en fait, il faut que je me forme, il faut que voilà vraiment je prenne le temps, etc. Et deuxièmement, en fait, j'ai vraiment envie de me recentrer un petit peu sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire parler aux gens, mes abonnés, faire des lives Instagram, prendre le temps de faire des stories, prendre le temps de faire des lives un peu thématiques sur Instagram, sur tous mes abonnés et tout. Et ça, j'ai vraiment envie de me recentrer perso, même si la publicité, ça peut être un levier, un accélérateur pour gagner du chiffre d'affaires. Pour l'instant, je suis plus dans un mood voilà, où je suis bien, on va dire, un petit peu dans mon cocon. Et puis on verra, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'élimine ou quoi que ce soit, et c'est possible que je le relance dans quelques mois. Troisièmement, c'est les charges que je ne vais pas toucher. Alors la première des charges, c'est la première, vraiment, et c'est ma plus grosse charge aujourd'hui, c'est la charge salariale. Je mets des guillemets parce que je n'ai pas de salarié sur Boursogram, je travaille avec des freelances, mais c'est comme une charge, on va dire, salariale. Pour moi, c'est vraiment la charge à ne surtout pas toucher. Je pense que c'est une grosse erreur, les entrepreneurs qui viennent chipoter là-dessus, et d'ailleurs, je suis de moins en moins en phase avec ce concept de l'entrepreneuriat, de payer le moins cher possible pour le plus de prestations possible, parce que je pense que c'est pas viable à long terme. En fait, je pars du principe que c'est une équipe, et honnêtement, clairement, j'en serais pas là sans tous les gens avec qui je bosse, l'équipe que j'ai déjà présentée, je crois, dans le vlog qu'on avait fait sur Boursogram. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je touche jamais. Ça va que vers le haut, parce que je pars du principe que si moi je gagne plus, bah, il faut que tout le monde, entre guillemets, en profite. Et voilà, moi, c'est pas ma vision en tout cas de l'entrepreneuriat. Ma vision de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est une équipe. C'est pas je suis dans mon coin et je paye en gros des gens en Inde pour faire mon travail. On est une équipe et on monte ce projet ensemble. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'on va beaucoup plus loin. La deuxième charge que je vais pas toucher, c'est ma formation personnelle séminaire. Parce que là, en gros, en formation personnelle, je t'ai parlé du mastermind, mais j'ai aussi participé à un autre séminaire qui m'avait coûté 400 €, qui était incroyable honnêtement. Enfin vraiment, je pense que c'est les 400 € les plus rentabilisés de ma vie. Et en fait, c'était quelque chose auquel je vais pas toucher, parce que je me suis rendu compte d'un truc l'année dernière, c'est que à chaque fois que je réduisais mes dépenses en formation, slash, quand je dis formation, c'est général, hein, c'est-à-dire livres, coaching, séminaire, mastermind, formation en ligne, etc., etc., etc. À chaque fois que je réduisais mes dépenses, je réduisais bizarrement mes revenus, et c'était hyper bizarre. Et en fait, quand j'ai fait le point, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que en fait, il suffit simplement, c'est pas une question de formation, c'est pas une question de payer, c'est une question de parler à des gens, et c'est une question d'avoir des connaissances en accéléré, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu te formes, mais même si c'est en gratuit, hein, à partir du moment où tu te formes et à partir du moment où tu parles à des gens, des fois il y a des déclics qui vont venir en 5 minutes sur des problèmes sur lesquels tu bloques depuis des mois. Et moi, vraiment, c'est ce qui m'arrive très souvent. Je suis, je pense, un très mauvais autodidacte. Je préfère l'admettre. Et c'est pour ça que je préfère payer des gens, utiliser une ressource qui de toute façon peut revenir, qui est l'argent, pour gagner du temps, une ressource qui ne peut pas revenir. Et donc, mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi, je sais que ça marche très bien sur moi, et c'est pour ça que c'est vraiment une charge sur laquelle je vais pas toucher, parce que je sais que c'est potentiellement une charge qui va me rapporter plus à long terme. Donc au niveau de l'épargne, finalement, je me rends compte qu'il faut que j'optimise certaines choses, mais finalement, depuis que j'ai viré les publicités et le media buying, bah, j'ai pas tant de charges que ça, on va dire, même si j'ai beaucoup de charges, hein. Quand on compare à certains, j'ai énormément de charges, surtout dans on va dire, un business en ligne, entre guillemets, mais parce que je pars du principe qu'on est une équipe, et l'idée, c'est vraiment de grossir tous ensemble à notre vitesse. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est celui d'améliorer mes rendements. Donc aujourd'hui, mon patrimoine est entièrement investi dans le portefeuille de l'académie, que ce soit en perso ou en pro, c'est entièrement dans le portefeuille de l'académie. Mais aujourd'hui, je n'investis plus en perso, j'investis uniquement en pro, c'est-à-dire à travers la société, donc à travers la holding. Donc au niveau des performances du portefeuille de l'académie, donc le portefeuille de l'académie, en gros, pourquoi je l'appelle comme ça, c'est parce que c'est mon portefeuille perso du coup dans lequel j'investis, mais qu'on partage à toute l'académie et qu'on met à jour, on va dire, chaque mois avec des récaps, etc. pour justement notifier en gros tous les élèves et leur documenter en gros tout ce qu'on fait. Au niveau des performances, on est très content. Là en 2024, en tout cas pour le moment, on surperforme le marché, je sais plus tout combien, de 3 points en gros. Depuis 2023, pareil, on a surperformé, on a fait combien ? On a fait 38%. Donc c'est assez cool, sachant qu'on compte les liquidités, on est honnête dans notre calcul. Donc en gros,
Si on est purement sur la performance absolue de nos investissements, on est à beaucoup plus que ça, mais on compte les liquidités qu'on a dans le portefeuille, bien sûr, parce que c'est un calcul honnête. Et si on prend même carrément les backtests, donc ça c'est des backtests, donc attention quand même, en 2023 c'est vraiment là où on a construit le portefeuille, mais avant ça c'est des backtests. Là c'est assez dingue, on va dire, en termes de performance. Je pense qu'on a fait presque 3 fois notre marché de référence en quelques années, donc c'est assez cool. Et l'idée ça va être de continuer justement d'améliorer un petit peu cette performance sur du long terme. Mais ce qu'on veut au-delà de la performance, c'est comprendre ce qu'on fait. On veut aussi, on va pas se mentir, s'amuser, c'est-à-dire savoir précisément ce qu'on fait, investir notre argent dans des choses qu'on connaît, dans lesquelles on croit, enfin des entreprises dans lesquelles on croit. Et on est très 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 content parce que forcément 1, 2, 3% de performance de différence, quand tu investis 30 000, 40 000 euros, ça commence vraiment à revenir à des centaines de milliers à long terme. Et si ce n'est plus, et donc on est vraiment très très content de continuer de maintenir un petit peu ces performances là. Notre stratégie, pour rappel, elle est très simple, c'est-à-dire un portefeuille Core Satellite. Donc le titre est pas du tout sexy. En fait, je devrais l'appeler la méthode, je devrais l'appeler un truc genre la méthode JOE. Voilà, la méthode Joe, et ce sera beaucoup plus sexy et marketé. Mais bon, en gros, le portefeuille Core Satellite, on n'invente rien en fait, hein. C'est des trucs qui existent depuis des dizaines, si ce n'est centaines d'années. Donc en gros, c'est quoi le principe? C'est que tu as un socle passif, un socle actif. Le socle passif, ça peut être, c'est très souvent à travers des ETF. Le socle actif, en gros, c'est vers des actions de qualité. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on a un tout petit socle passif, on a un très gros socle actif parce qu'on est plutôt stock picking, et donc on préfère acheter des actions. Et donc on diversifie quand même selon 3 grands critères, qui est premièrement la géographie. Donc en fait, on va avoir des actions pour le coup partout dans le monde, vraiment sur tous les continents, à part l'Afrique. Deuxième, on diversifie en fonction des secteurs. Pourquoi en fonction des secteurs? Parce que en fonction des secteurs, il y a des secteurs qui vont réagir différemment en fonction des cycles économiques. Et donc avoir des secteurs qui sont totalement décorrélés, ça va nous permettre d'avoir un portefeuille qui est relativement stable en fonction des cycles économiques. Et c'est ça ce qu'on va chercher en fait. C'est un portefeuille qui a des risques qui sont décentralisés. On ne veut pas centraliser nos risques, on veut vraiment les décentraliser partout dans le monde et dans différents secteurs, et aussi, très important, dans différentes tailles d'entreprises. Il ne faut pas avoir de dogme. Je pense que l'erreur de l'investisseur, c'est d'arrêter d'être curieux et d'être bloqué dans les dogmes. Le dogme de « il n'y a que des grosses entreprises » ou le dogme de « il n'y a que des petites entreprises ». Nous, au contraire, on part du principe qu'il vaut mieux avoir de tout. Par contre, effectivement, il y a de très belles choses à faire dans les small caps, mais les small caps, ça augmente aussi le risque. Donc, forcément, on veut solidifier ça avec des socles passifs, avec des entreprises qui sont quand même vachement plus implantées, pour aussi toujours avoir cette notion de décentraliser les risques. Donc, on a vraiment de tout. On est très content, honnêtement, de notre portefeuille, et c'est surtout les entreprises dans lesquelles on croit énormément. Notre méthode de sélection pour acheter des actions, c'est simple, c'est une analyse quantitative, c'est-à-dire en gros une analyse des ratios des éléments financiers. Ça honnêtement, ça prend 2 secondes. Enfin vraiment, c'est très 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 simple. Il suffit simplement de regarder la checklist, quoi, en gros, et c'est réglé. Ensuite, l'analyse qualitative, donc l'analyse de la stratégie d'entreprise et de la gouvernance. Nous, comme c'est quand même un portefeuille qu'on documente chaque mois dans l'académie, on lit tous les rapports. Donc notamment les rapports trimestriels, on fait en sorte d'être quand même vachement à jour. Après moi, ce que je préconise, si toi par exemple tu mets vraiment en place, tu veux faire du stock picking, etc., c'est de lire le rapport annuel. Chaque année, c'est très important. Je comprends pas que personne n'incite à faire ça. C'est hyper important de lire le rapport annuel. Et en fait, quand tu vas lire le rapport annuel d'entreprise, mais très simple, hein, pour commencer, c'est bien de commencer avec des petites entreprises, des small caps. Quand tu vas lire le rapport annuel, tu vas vraiment comprendre l'entreprise en fait, et tu vas vraiment pouvoir te mettre à la place et avoir vraiment cette vision d'actionnaire. Et ça, c'est assez fou. Nous, on le lit quand même tous les 3 mois, c'est très important pour nous, et comme ça nous permet aussi d'être hyper skin in the game. Et le 3e point, c'est la valorisation. C'est évidemment le fait d'acheter une entreprise à un bon prix. On ne veut pas acheter une entreprise quand elle est trop chère, et on ne veut pas l'acheter quand elle n'est pas chère. C'est pour ça qu'on ne fait pas de DCA d'ailleurs sur nos investissements dans des actions. On fait uniquement du LSI, c'est-à-dire qu'on investit une grosse somme d'un coup quand on considère que l'action est à un très bon prix. Notre philosophie aussi, c'est de laisser courir les gains et couper les pertes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place en 2024. C'est de se dire, en fait, il y a des actions, il y a des entreprises qui, peut-être qu'on a fait une erreur, qui percent moins que ce qu'on aurait espéré, et d'autres, au contraire, qui percent beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé. Et donc en fait, notre philosophie, c'est la philosophie Warren Buffett, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout pas rééquilibrer, selon nous,
enfin selon les grands investisseurs en tout cas, il faut surtout pas rééquilibrer et se dire ok bah vu que cette entreprise elle continue de chuter, je vais racheter alors que cette entreprise elle continue de monter donc je vais la vendre. Il faut faire l'inverse en fait, c'est contre-intuitif mais c'est ça ce qui nous permet d'avoir des résultats et donc on est très content. Donc nous aujourd'hui on investit qu'en bourse, moi j'investis qu'en bourse, mais dans l'amélioration des rendements, tu as le levier de l'immobilier, tu as le levier de la crypto-monnaie aussi. Maintenant, il faut être au courant aussi des risques et des avantages et des risques de chaque placement. Moi, je suis très à l'aise avec la bourse, c'est aussi ma compétence, c'est pour ça que je préfère ça, mais il y a plein de possibilités justement pour améliorer ces rendements-là. Le quatrième levier, ça va être la fiscalité. Donc la fiscalité, je vais faire très simple. Je vais te montrer la structure actuelle de notre patrimoine avec en fait normalement il y a tout qui est mis. C'est-à-dire que pour présenter ça rapidement, moi je suis là. Je possède 25 421 euros sur mon PEA et mon compte titre. À côté de ça, je possède 100% de ma société mère qui est la holding. La holding elle-même possède 80% de Boursogramme, puisque 20% est possédé par Julie. Elle possède aussi des parts chez Sherwood. Sherwood, c'est une agence qui est pareil, un levier extraordinaire qui m'a permis de rencontrer des gens fabuleux. Et c'est une agence avec laquelle je me suis associé qui met en relation des boîtes cotées avec des influenceurs. Et ça nous permet vraiment de rencontrer plein de monde et de faire de très très belles choses, de très beaux projets. On est très content de participer à ça. Donc j'ai des parts aussi dans Sherwood. J'ai des parts, j'ai tout mon argent, donc les 41 554 euros qui sont investis en société dans le fameux portefeuille de l'académie, et d'ailleurs qui ressemble plus trop à ça, parce que forcément ce qui se passe c'est qu'il y a des actions qui prennent plus de place, d'autres qui prennent moins de place, etc. Et à côté de ça, donc je possède la résidence principale avec Julie, donc on a 28 747 euros qui sont remboursés. Julie, elle, possède 11 337 euros dans ses investissements perso, donc PEA compte titre, et elle a son investissement locatif de 26 560 euros. Donc voilà un petit peu la structure de notre patrimoine aujourd'hui. Il y a des flèches partout, mais bon, normalement, je crois qu'on comprend à peu près. N'hésite pas à mettre pause à la vidéo si jamais tu es curieux. Et moi, ce que je voulais dire au niveau de la fiscalité, c'est que je concentre de plus en plus mon patrimoine vers la holding. Si tu regardes, c'est ma holding qui a des parts de Sherwood, c'est ma holding qui a des parts de Boursogramme, et c'est ma holding qui a de la trésorerie en société. Ce serait honnêtement très long d'expliquer, je pense que ça ajouterait un bon 20 minutes à cette vidéo pourquoi la holding, donc n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse une vidéo spécialement sur la holding, ou alors carrément que j'en parle dans l'épisode 2, ça me dérange pas du tout, mais voilà un petit peu pour les 4 leviers. Quel est l'objectif pour l'épisode 2 très concrètement? La première chose, c'est continuer de me focaliser sur les 3 premiers leviers. En fait, si vraiment je devais résumer cette vidéo, c'est très simple. L'entrepreneuriat, c'est la création de revenus actifs. La bourse, c'est la création de revenus passifs. Donc l'entrepreneuriat, en gros, c'est notre quotidien, c'est-à-dire que, moi, c'est mon quotidien, parce que je suis pas salarié, donc en fait, l'idée, c'est, si je gagne pas d'argent, mon quotidien va être très compliqué. La bourse, c'est, si je n'investis pas en bourse, c'est mon avenir qui va être très compliqué. Et donc la bourse, c'est l'avenir, l'entrepreneuriat, c'est le présent, et l'idée, c'est vraiment d'améliorer les deux au maximum, sachant que j'ai été, je pense, trop procrastinateur sur plein de choses, notamment sur les frais, sur les charges, comme je t'ai dit par exemple au niveau des abonnements, au niveau des frais comptables, etc. C'est des choses que j'aurais pu mettre en place déjà depuis des mois, et là que du coup je suis en train de mettre en place, parce que en fait là on parle vraiment de centaines d'euros, voire milliers, qui auraient pu être économisés. Donc en fait il faut surtout pas procrastiner, il faut commencer à agir dès maintenant. La deuxième chose, c'est que je vais pas faire d'immobilier pour le moment. Je préfère concentrer mon temps et mon attention sur la bourse et l'entrepreneuriat. Pour moi, il faut un revenu actif, un revenu passif. Si on se concentre sur 1 million de choses, on n'atteint pas de résultat. En tout cas, moi, ça n'a jamais marché avec moi. À chaque fois que j'ai voulu faire trop de choses en même temps, ça n'a pas marché, tout simplement. Et troisièmement, pas de crypto, même si beau potentiel. Je ne suis pas anti-crypto, même si je pense que la crypto est extrêmement spéculative. Je pense que la crypto a un beau potentiel. Clairement, quelqu'un qui a besoin de faire grossir un patrimoine vite et qui est prêt à le mettre très à risque, c'est-à-dire à perdre 100% de son capital, la crypto, c'est effectivement, il y a un beau potentiel. Donc moi, comme d'habitude, je pars du principe qu'on ne met pas tout notre patrimoine en danger, on met une petite partie de notre patrimoine en danger, pourquoi pas, à risque, et la grosse partie, on le sécurise, avec la bourse par exemple, avec l'immobilier ou autre. Donc, moi ce qui se passe, c'est que ma partie qui est à risque de mon patrimoine, elle est déjà sur Boursogramme. En fait, elle est déjà en société, elle est déjà dans l'entrepreneuriat. Donc pour rappel ici, j'ai toute cette partie-là, j'ai 18% de mon patrimoine qui est à risque.
tout le reste, je considère que c'est sécurisé. La bourse à long terme, c'est sécurisé. L'immobilier, c'est sécurisé. Et donc, j'ai quand même 18% de mon patrimoine qui est à risque. On parle quand même d'un gros patrimoine, donc ce qui revient à peu près à 30 000 euros. Je dis gros entre guillemets. Et donc, j'ai pas envie de rajouter du risque supplémentaire sur de la crypto. Et c'est pour ça que moi, je vais pas aller en crypto. En tout cas, du moins, sur ce bull run là, moi, ça va pas être, je vais pas du tout aller en crypto. Je vais rester à zéro crypto. Mais par contre, je comprends parfaitement qu'on mette une partie de son patrimoine à risque en crypto. Je pense qu'il y a un beau potentiel. Je pense que c'est très risqué, qu'il faut en être conscient. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que voilà, j'aurais pu, on va dire, t'apporter un maximum de transparence et on va dire de concret par rapport aux actions que je vais mettre en place. J'ai aussi, moi de mon côté, mais ça aurait été trop long de tous te les montrer, mais j'ai noté des OKR, hein, donc des objectifs, on va dire SMART, pour faire très simple, que je me suis noté à réaliser pour le prochain trimestre. Donc tu me dis en commentaire si tu voudrais que je te les montre ou pas du tout. Et surtout, très important, dis-moi en commentaire si la vidéo te plaît, si le concept te plaît et que tu as envie vraiment que je continue sur l'épisode 2. Honnêtement, c'est très important pour moi parce que ça demande un travail qui est phénoménal. C'est le plus gros taf que j'ai fait honnêtement sur YouTube, ça c'est sûr et certain. Et un des plus gros tafs que j'ai fait sur Instagram. Donc si c'est un travail qui est phénoménal, donc si le concept te plaît, dis-moi et je continue pour l'épisode 2 jusqu'à l'épisode 20. Et on se dit à très vite. Ciao!